Dans les airs, entre Talève et cette nonne, début du Magnos. Une fois tout le monde embarqué et le navire au-dessus des nuages, Otu, probablement pressé de recevoir les 1000 pièces d'or promises, demanda à son nouveau passager « Alors, dans quelle direction partons-nous? Où le trouve-t-on, ce cher Calico? Il a une planque à cette nonne, lui apprit l'homme. Il s'appelait Hafs, du moins était-ce le nom qu'il avait inscrit sur le registre. « Cette nonne? Ah, c'est une bonne idée !» apprécia Otu. « Pourquoi ?» l'interrogea Kémia. Ils déambulaient tous les trois sur le pont, au milieu des marins qui allaient et venaient. « C'est une misérable bourgade perdue au milieu des champs. Ce n'est pas là que l'armée irait chercher un pirate. » Sur ce, le capitaine partit donner des ordres pour que le navire prenne la direction de l'ouest. Hafs se joignit aux marins dans les haubans. Kémia resta seule. Elle fut bientôt rejointe par Nadia. La voyant, Kémia se rappela les événements de la nuit passée et son regard se perdit dans le vague. « Tout va bien ?» lui demanda la jeune femme. « Oui, » souffla Kémia en se reprenant. « À quoi tu penses ?»« À mon frère, » mentit Kémia qui n'avait pas envie de reparler du drame de la veille. « Où est-il ?»« J'en sais rien, probablement quelque part, enterré pour la journée. »« Hein ? C'est un vampire. » Nadia étouffa un rire. Kémia fronça les sourcils, vexée par cette réaction. « Je suis contente de voir que je suis pas la seule à avoir une famille bancale, » dit Nadia. « C'est-à-dire, mon frère aîné s'est rallié au Tenintigern. Le tien aussi, j'imagine, si c'est un vampire. » Frappé par cette confession, Kémia s'empressa de répondre. « Non, il a refusé d'être dans un camp opposé au mien. Et tu crois que ça change quelque chose ? C'est un vampire maintenant. Tout le monde sait que les vampires sont des monstres. Tu sais, quand ils chassent, quand ils ont ce regard bleu, le trogo, ils ne distinguent plus rien qu'une masse colorée. Rouge si c'est un être vivant, bleu si c'est un arbre ou un bâtiment. » Kémia songea aux caméras à vision thermique, mais elle s'abstint de prononcer ces mots qui n'auraient eu aucun sens pour la talévoise. « Ah si !» reprit Nadia. « Ils perçoivent aussi l'odeur du sang. Que tu sois sa sœur ou un parfait inconnu, ça ne change rien, il te tuera sans s'en rendre compte. Et comme ils peuvent se couper de leurs sentiments, il ne s'en voudra même pas. »« Comment tu sais ça ?» demanda Kémia d'une voix blanche. « Mon père en a affronté un une fois. Pour être prêt, il a cherché toutes les informations possibles sur eux, afin de pouvoir le battre. Il a réussi ? Ouais, parce que le combat était truqué. Le vampire devait être mis à mort d'une façon ou d'une autre. Mon père l'ignorait. Il pensait que c'était un combat régulier. » Elle s'interrompit quelques secondes, puis, se redonnant une contenance, elle conclut « Ne t'y trompe pas, ce n'est plus ton frère. » À ces mots, Kémia eut la sensation que sa cage thoracique se refermait jusqu'à comprimer ses poumons. « Mon frère n'est pas un monstre ?»« Bien sûr que si, » regretta Nadia. « Tu dois en être consciente. »« Je le connais bien !» s'étrangla Kémia. « Et je croyais connaître mon frère !» la coupa Nadia. « Mais il faut croire que les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent. Regarde. » Elle désigna Hafs, descendu des cordages, et sa fille Bella, qui conversaient de l'autre côté du pont. « Eh bien quoi ? Tu crois vraiment que c'est sa fille ?» lui demanda Nadia. Kémia les observa, et à bien y regarder, il y avait chez Bella quelque chose de curieux. Elle devait avoir une vingtaine d'années, sa peau était marquée par le soleil, ses mains calleuses étaient parsemées d'ampoules et de cicatrices. Pourtant, sa stature dégageait une certaine prestance, inattendue chez une serveuse de taverne, ce qu'elle avait dit à Otu lorsqu'elle avait embarqué. Kémia y avait cru car à ce moment-là, ses cheveux blonds libérés flottaient au vent et sa robe, tachée par la bière, laissait sa gorge et ses épaules dégagées. Mais maintenant, telle qu'elle était vêtue, chaque partie de son corps caché, son visage excepté, et ses cheveux rattachés en un chignon bas et serré, Kémia se disait qu'elle avait sans doute menti sur son travail. Quant à dire qu'elle était la fille de Hafs, peut-être Nadia avait-elle raison car en dehors de leurs cheveux blonds, il n'y avait rien de commun. « Si tu veux mon avis, ces deux-là ont autant de parenté qu'un cheval et un hibou, » déclara Nadia. « Ou qu'une humaine et un vampire. » Au bout d'une semaine,
cette nonne se dessina au milieu de vastes étendues drapées d'obscurité. Le village n'était qu'une masse sombre qui aurait pu passer inaperçue si des dizaines de points lumineux s'agitant dans tous les sens n'avaient indiqué sa position. « Comment fait-on » demanda Hafs, alors qu'il contemplait la bourgade depuis le pont, après qu'Otu ait demandé l'extinction de toutes les lampes. « On peut amérir sur le fleuve » proposa Kemia. « Ça dépend. Vous voulez trouver Calico ou vous écraser lamentablement » ironisa le capitaine. « Juste pour savoir. Autant rester au-dessus de la ville » suggéra Nadia. « Je signale à qui est intéressé que nous sommes entre les villes de Chartley et Araponga, qui ont une légère aversion pour les navires de pirates, » reprit Otu avec sarcasme. « On va laisser le navire ici. »« Vous avez vu la hauteur où nous sommes » s'écria Kemia. « Comment va-t-on réussir à descendre sans se casser une jambe? Parce qu'il ne me semble pas que vos échelles de corde aient une telle longueur. »« Avec une barque, évidemment, » claironna Otu. Ils descendirent dans la cale où se trouvaient 3 barques qui étaient suspendues au-dessus du plancher, chacune hérissée à bâbord et à tribord de 2 mâts, reliés l'un à l'autre par une solide corde que soutenait un câble tracteur. Autour de cette corde était enroulé une sorte de baluchon maintenu serré par une courroie, les mêmes rattachés au câble. Une lanterne en main, Otu tira un levier et le fond du bateau s'ouvrit à 2 battants sous l'une des barques. Le vent s'engouffra dans la cale et tous durent, chacun à leur façon, sans lâcher leur propre lanterne, plaquer leurs vêtements que les bourrasques venaient gonfler. Complètement étranger au vide, le pirate sauta dans la barque et après avoir placé sa lampe à la proue, il fit une démonstration à son public. « Une fois que vous aurez pris place dans la barque, j'actionnerai le système de traction. » Il désigna un système de poulies au-dessus de sa tête. « Le câble s'activera, il vous descendra sous le bateau, et là je vous larguerai. » « Il y a beaucoup de mots qui ne me plaisent pas dans sa phrase, » chuchota Nadia. « Vers 4000 pieds, poursuivit le pirate en montrant le baluchon, la voile s'ouvrira. Si jamais ça ne devait pas fonctionner, vous devrez l'ouvrir manuellement, juste en défaisant les boucles. Mais bon, en général ça s'ouvre. » « Ravi de l'entendre, » murmura Hafs qui était devenu livide. « Après, vous utilisez le gouvernail pour vous diriger. » « Comme pour une barque normale, » résuma Nadia, acerbe. « Exactement. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah oui, pendant la chute, tenez-vous bien au siège. J'ai pas encore trouvé le moyen de mettre des ceintures. » Face à lui, Hafs était perplexe, Nadia et Bella étaient silencieuses, Kemia était songeuse. « Et pour revenir, comment fera-t-on » demanda-t-elle. À la poupe de la barque, où se trouvait le gouvernail, il y avait une petite boîte de bois fixée à l'ensemble. Otu l'ouvrit. À l'intérieur, sous une voilette noire, lévitait une délicate pierre azur. « C'est la Volarée. Vous aurez juste à la découvrir pour l'activer et la barque s'envolera. » « Pourquoi ne se sert-on pas directement de la pierre pour quitter le bateau » s'enquit Bella. « Ce serait trop dangereux depuis l'intérieur du navire, » objecta Otu, refermant le compartiment. « De plus, elle est si fine qu'elle n'aurait pas assez de puissance pour l'aller-retour. Et imaginons qu'elle n'ait pas non plus assez de puissance pour le retour, » hasarda Hafs. Le pirate rit de son inquiétude. « Il y a peu de chances que vous vous en serviez pour le retour si vous trouvez Calico. Vous reviendrez avec lui sur son bateau. »« À condition qu'on le trouve, » précisa Kemia. Alors qu'elle s'asseyait dans la barque, elle dissimula une grimace, lèvres pincées, une vive sensation de brûlure au côté. Sa blessure continuait de la faire souffrir, mais lorsqu'elle se retourna vers les autres, elle affecta un air serein. Comme personne ne bougeait, elle dit « Je peux pas y aller seule. Je le connais pas, moi, ce Calico. » Hafs soupira et prit place à côté d'elle. Nadia et Bella restèrent à bord du navire, mais une vive inquiétude se devinait sur le visage de cette dernière. « Bon voyage !» leur souhaita Otu en actionnant le levier. « Et non, attends !» protesta Hafs. Mais la fin de sa phrase se transforma en un hurlement.
Fermement accrochée à la barre de bois qui lui servait de siège, Kémia était muette de terreur, son regard rivé sur le baluchon, lequel tardait à s'ouvrir. Lorsqu'enfin la voile se déploya tel un parachute, il y eut un choc. La chute fut brutalement ralentie et les occupants secoués, très secoués même. Puis la barque reprit sa descente en douceur. Kémia se détendit. Hafs se redressa et rattacha ses cheveux. « Maudit pirate !» siffla-t-il en prenant le gouvernail. Jugeant plus prudent de se poser à l'écart du village, il fit effectuer à la barque un détour, mais il ne put apercevoir les roches émergeant de terre que la nuit dissimulait. La barque en percuta une, la proue bascula vers l'avant et projeta au loin ses passagers. Kémia roula en boule sur le sol et son visage manqua de se planter sur des pierres aux bords aiguisés comme les dents d'une scie. Fort heureusement, quelqu'un la rattrapa par le col juste à temps et la tira vers l'arrière pour la remettre debout. Elle se retourna, l'autre était là. Elle lui sauta au cou. « Pourriez-vous me dire comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation ?» lui glissa-t-il à l'oreille. « C'est compliqué, » souffla Kémia en se dégageant. La barque brûlait un peu plus loin. « Hafs !» bafouilla-t-elle. Elle s'apprêtait à chercher son compagnon quand elle vit venir vers elle, émergeant de la nuit en contournant le brasier, une épée à la main, un homme encapuchonné. Elle chercha l'arme qu'elle portait d'habitude à son ceinturon, mais elle l'avait laissée à bord de l'oribus. Malhabile au combat à main nue, elle recula jusqu'à se retrouver contre l'autre. Hormis elle, personne ne pouvait normalement le voir, mais étant maintenant contre lui, elle le rendait visible. C'est à cet instant que l'inconnu s'anima de colère. « Salopard de sorcier !» hurla-t-il. « J'aurai ta peau !» Aussitôt, Kémia ôta la pierre de son cou pour rompre le lien. L'autre disparut, mais l'étranger était déjà sur elle. « Espèce de sorcière, rappelle-le! Rappelle ton maître !» En reculant, Kémia trébucha. Elle tomba assise, si bien qu'il se retrouva penché sur elle, la tenant par le col, la pointe d'un poignard pressée contre sa gorge. « Je suis pas une sorcière !»« Menteuse ! Que ferait une femme seule la nuit au milieu des champs, si ce n'est pour invoquer les démonies pagani ?» Kémia sentait, en plus des postillons qui s'écrasaient autour de sa bouche, une haleine chargée de forts relents d'alcool. À la lueur du brasier, elle lui vit un visage fin et un nez fort. « Rien qui ne vous concerne, » répondit-elle d'une voix glaciale. « Où est ton mari ? J'en ai pas. Y a-t-il donc aucun homme pour veiller sur toi ? Si, mon frère. D'ailleurs, il est tout près, mentit-elle. L'homme relâcha sa prise, elle se dégagea de la pointe et se redressa. « Vous le connaissez ?» osa-t-elle. « L'homme, là ?»« Je lui cours après depuis tant d'années. » avoua l'étranger, soudain plus calme. « J'ai cru avoir une hallucination quand je l'ai vu. Je voulais qu'il me mène à son maître, l'artisan de mon malheur. » Kémia ne comprenait pas ce qu'il racontait, mais elle lui demanda s'il avait besoin d'aide. Elle ne s'attendait pas à sa réponse. « Rentrez chez vous, vous ne pouvez rien. Si vous voulez être utile, trouvez un mari, faites-lui de beaux enfants au lieu de gambader la nuit dans les champs. Le prochain qui vous verra ne sera pas aussi clément que moi. » Il s'enfonça dans la nuit, laissant Kémia accablée. « Si vous voulez être utile, trouvez un mari et faites-lui de beaux enfants, » le singea-t-elle. « Mais je l'emmerde !»